Il paraît que les équipes de l'IHU travaillent sur le microbiote et la stéatohépatite non alcoolique. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une maladie du foie, une maladie chronique du foie, qui est en train de devenir la première maladie chronique du foie, puisque les hépatites virales, l'hépatite B, l'hépatite C, voient leur gravité extrêmement diminuer grâce au développement des antiviraux directs. Donc, par exemple, l'hépatite C, on en guérit aujourd'hui dans plus de 95% des cas. C'est en train de devenir la première cause de transplantation hépatique. Qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est une maladie du foie qui concerne des gens qui ne sont pas alcooliques. On sait que l'alcool, évidemment, ça entraîne une inflammation du foie, une accumulation de matière grasse dans le foie, de foie gras, de la fibrose, de la cirrhose, et évidemment, à la fin, ça peut aussi donner l'insuffisance du foie et des cancers du foie. Et cette maladie donne exactement la même chose, mais chez des gens qui ne boivent pas. Par contre, ça a été associé à la consommation de glucose, et c'est ce qu'on appelle la maladie du soda. Donc, comme on le voit ici, c'est en train de devenir une des premières causes de cancer du foie. L'alcool reste une cause importante, mais finalement, même cette maladie est en train de passer devant l'alcool pour le développement des cancers du foie. Et qu'est-ce qui a conduit les équipes de l'IHU à travailler sur cette maladie ? Alors on va revenir loin en arrière, 2005, une observation qui est faite par l'équipe ici, qui n'a rien à voir avec toutes ces maladies. Chez les autruches, on va découvrir ce qu'on appelle un bézoard, c'est-à-dire un corps étranger dans l'estomac des autruches qui entraînait de la morbidité dans un zoo. Et à partir de ce bézoard, c'est-à-dire un corps étranger, on va cultiver une espèce spéciale de lactobacillus qui va s'appeler Lactobacillus ingluvi. Et quand on va mettre cette espèce chez des poulets, c'est un article qui remonte à 2005, on va voir que finalement, ces poulets vont grossir de manière disproportionnée et leur foie augmenter de taille. À partir de là, d'autres études sont faites et puis on commence à se dire, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre certaines bactéries lactiques, les lactobacillus font partie des bactéries lactiques au même titre que les bifidus, les lactobacillus, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les probiotiques, les lactobacillus et l'obésité ? Et finalement, on va avoir plusieurs études. Donc d'abord une étude qui va reproduire qu'en administrant ces bactéries, on va augmenter le poids des poulets et du foie des poulets, que ce soit Ingluvi ou Fermentum. Fermentum, c'est une espèce de lactobacillus, comme son nom l'indique, qui fermente et qui fait de l'alcool. On va voir pourquoi c'est important à la fin de cette histoire. Le foie était donc 4 fois plus gros quand on donnait Lactobacillus fermentum chez ces poulets. Le lien entre les lactobacillus et l'obésité a été étudié. Et on va voir qu'au final, en 2012, on a pu ici découvrir lors des études sur l'obésité et les contrôles que certaines espèces de lactobacillus étaient associées plutôt à l'obésité, d'autres espèces plutôt associées à l'absence d'obésité. C'était quand même une découverte, ça n'avait pas été véritablement décrit avant. Et notamment, il y avait 2 espèces qui ont été identifiées ici, Lactobacillus plantarum, plantarum comme son nom l'indique, associé aux plantes, et Lactobacillus paracasei, qui correspond à certaines espèces qui sont dans certains probiotiques commercialisés. Donc, finalement, il ne semble pas que ces probiotiques-là soient associés à l'obésité. Mais alors finalement, les lactobacillus font grossir ou ne font pas grossir ? Le fait d'avoir une résolution plus précise sur les microbes et les espèces, ce qui a toujours été défendu à l'IHU de dire qu'il faut caractériser le plus précisément possible les microbes, puisque au sein d'une même famille, il peut y avoir des effets opposés. Et c'est exactement ce qu'on voit sur les maladies métaboliques. Si on n'est pas assez précis, on a l'impression, on ne comprend pas, ça va dans les deux sens, mais quand on augmente la résolution, eh bien, une espèce va tendre à aggraver plutôt les maladies métaboliques et d'autres espèces peuvent être protecteurs contre les maladies métaboliques. À partir de là, il y a eu un travail extrêmement important qui a été fait en 2020 pour reclasser tous les lactobacillus. Et donc la taxonomie pour les gens qui étudient les microbes, ce n'est pas toujours quelque chose qui est a priori passionnant ou intéressant, mais en fait on va se rendre compte que c'est capital, puisque simplement en clarifiant les différents groupes de lactobacillus, comme vous allez le voir dans cet article, eh bien, on va retrouver exactement ce qu'on avait décrit avant. Dans cet article, voici ce qui a été décrit. Observez cet arbre dit phylogénétique. Il regroupe toutes les espèces de lactobacillus connues. En zoomant, on retrouve dans cet arbre différents groupes de lactobacillus. Un premier groupe qui conserve le nom de lactobacillus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus gasseri. Un second groupe, les Lacticasei bacillus, avec les Lactobacillus casei, Paracasei et Ramosus. Un troisième, les Ligilactobacillus,
avec les Lactobacillus rumini, un quatrième, les Planctilactobacillus, avec le fameux Lactobacillus plantarum, et enfin un cinquième groupe, les Limosilactobacillus, avec les Lactobacillus fermentum, Ingluvei, Mucosae et Reuteri. Mais alors en quoi ce cinquième groupe est-il particulièrement intéressant ? Et limosus, ça veut dire qu'il fait de la mucosité, comme du slime, un petit peu, c'est des exopolysaccharides qui vont faire un aspect muqueux, ça produit des exopolysaccharides. Et dans ce groupe, on va retrouver tous ceux qu'on avait associés à l'obésité, aux maladies métaboliques. Et donc, c'est peut-être pas une coïncidence, si c'est la même espèce au départ qui trouvait une autruche qui fait du mucus en quantité excessive et qui, de l'autre côté, est associée à l'obésité et à des maladies métaboliques. Et donc, je vous l'ai dit, ce sont des lactobacillus qu'on appelle hétérofermentatifs. Ils sont capables de produire de l'éthanol, notamment cette dernière famille dont je viens de vous parler. Ok, donc si l'on résume, parmi les lactobacillus, il y a une famille qui produirait de l'éthanol. Est-ce que cela aurait quelque chose à voir avec une récente étude chinoise qui met en évidence un lien entre des bactéries qui produisent de l'éthanol dans le tube digestif et la stéatohépatite non alcoolique ? Alors, ce n'était pas des lactobacillus, ils avaient trouvé une autre espèce qui s'appelle Klebsiella pneumoniae. Et ils l'avaient trouvé comment ? Ils l'avaient trouvé notamment parce que c'est une espèce qui a été trouvée au départ chez un patient qui avait à la fois un syndrome d'autobrasserie. C'est des gens qui vont manger du sucre et ensuite avoir des symptômes neurologiques comme s'ils étaient en état d'ébriété. Typiquement, le dimanche, après le bon repas du dimanche, le dimanche après-midi, ils se retrouvent avec la tête qui tourne. C'est un syndrome qui a été très bien décrit, notamment au Japon, depuis plus de 50 ans. Et quand on revoit l'ensemble des cas de syndrome d'autobrasserie, finalement, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver beaucoup de levures dans le tube digestif. Et les levures, on sait qu'elles sont capables de produire l'éthanol à partir du sucre. Et c'est un syndrome qui va se traiter par des antifongiques. Nous sommes allés voir dans la NASH, dans la stéatohépatite non alcoolique, non seulement les bactéries, mais nous avons élargi l'étude aux levures. Lavoisier, avant Pasteur, avait bien déterminé, démontré de l'eau, du sucre, la levure de bière, et ça suffit pour produire de l'alcool. Et donc, on est allé voir, dans une étude préliminaire, chez des patients qui ont été inclus grâce au professeur René Girolami, ici en hépatogastroentérologie, avec Patrick Borentin, comparer des cas et des contrôles. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé plus de levures chez les cas avec cette maladie hépatique et des levures qui produisaient beaucoup plus d'alcool finalement que les bactéries. On a pu contribuer à confirmer ce que les Chinois avaient montré en 2018, une bactérie qui produit de l'alcool, qui produit le foie gras. Nous, on a trouvé des levures et on a identifié que ces levures pouvaient potentiellement être associées. Et enfin, vous me direz pourquoi je vous ai parlé des bactéries lactiques, des lactobacillus au tout début de cette présentation, parce qu'on va aussi retrouver ces bactéries qui produisent de l'éthanol, notamment le groupe des Limosilactobacillus. Et on a pu montrer qu'on trouve que Limosilactobacillus fermentum est associé à la stéatohépatite non alcoolique. Donc, si l'on est porteur de cette bactérie, plus éventuellement d'une levure, et que l'on ingère du sucre rapide, ces microbes vont produire de l'alcool qui, lui, entraînera la maladie hépatique. Mais existe-t-il un traitement pour éviter ça ? Notre travail ici a contribué à la connaissance dans cette maladie qui aujourd'hui n'a pas de traitement sur la cause. On n'arrive pas aujourd'hui à comprendre vraiment qu'est-ce qui provoque ça et comment traiter la cause. Il y a beaucoup de molécules en développement par les laboratoires pharmaceutiques, mais on pense que le microbiote et la production endogène d'éthanol sont au premier plan. Les Chinois avaient montré Klebsiella pneumoniae, cette bactérie, et nous on propose qu'il y a aussi potentiellement des levures. Et il y a un dernier article qui vient de paraître à la rentrée 2022 dans Nature Medicine, qui est un très bon journal, où eux aussi ils confirment les bactéries lactiques comme les lactobacillus. Tout cela devrait pouvoir aider à des pistes pour diagnostiquer, potentiellement prévenir ou traiter le développement de la stéatohépatite non alcoolique.